et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Il était une fois Perrine, une jeune infirmière française désespérée des rencontres amoureuses qui, après moult scrolls sur une appli de rencontres, finit par flasher sur un Américain qui vivait en Belgique. Cette intro pourrait être celle d'une comédie romantique. Et pourtant, il s'agit bien de la vraie vie de mon invité du jour. Assez vite après leur rencontre, Perrine suit Justin jusqu'à Atlanta, ville de l'État de Géorgie aux États-Unis. Dans cet épisode, Perrine nous parle des différences culturelles entre son pays natal et son pays d'adoption, que ce soit dans la sphère professionnelle comme dans le devenir parent. Conditions de travail, congé maternité, réseau amical, port d'armes et interdiction de l'avortement, pendant 1 heure, Perrine nous raconte son regard et son vécu d'infirmière, épouse et mère française expatriée aux États-Unis. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Perrine. Bonjour. Bienvenue sur Prenons un café. Merci de m'inviter. Écoute, avec plaisir. Aujourd'hui, on est sur un enregistrement plutôt longue distance, puisque tu vas nous dire dans un instant où tu te trouves et qui tu es d'ailleurs. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Perrine, j'ai 42 ans, j'habite à Atlanta, je suis originaire de Lille et j'ai déménagé à Atlanta il y a quelques années, donc aux États-Unis, et je suis infirmière puéricultrice. Oh, trop bien. Alors moi j'ai 1000 questions, mais je vais quand même pas passer à côté de la première question traditionnelle de Prenons un café, qui est: est-ce que tu as toujours désiré être mère ? Oui, aussi loin que je me souvienne, j'ai été passionnée par les bébés, vraiment les nouveau-nés. Je voulais m'occuper de tous mes petits cousins. Très vite, quand je me rappelle 13 ans, j'ai vu un documentaire sur la néonatologie, sur un petit nouveau-né qui était en néonat, qui m'a fascinée, et j'ai voulu être infirmière pour être puéricultrice à partir de ce moment-là. Donc ça a toujours été un désir de m'occuper de bébés et donc par extension après d'en avoir moi-même. Ok, trop bien. Qu'est-ce qui t'a amenée à Atlanta ? J'étais donc en France, j'habitais à Lille, j'avais 33 ans, j'étais célibataire, j'habitais mon petit appart. Quand j'ai rencontré Justin, donc qui est aujourd'hui mon mari. Et est-ce que c'est Justin Timberlake ? Non, c'est pas Justin Timberlake, mais c'est tout aussi cool. Mais oui, si, déjà le prénom, c'est vrai que je trouvais ça assez cool. Et bref, il faisait un master d'art à Gand en Belgique parce que à la base, il est passionné par la bière, et donc il s'est dit tiens, je vais trouver une raison d'aller en Belgique pour goûter toutes les bières et apprendre, et voilà, c'est vrai en plus. True story. Et que du coup, il a trouvé un cursus scolaire, il a fait ses 2 années là-bas et il a goûté toutes les bières. Donc, c'est quand même une super raison originale de les faire ses études en Europe. Hein. C'est ça, oui. C'est le meilleur endroit pour apprendre. Non, mais oui, c'était instructif, c'était éducatif, on va dire. Mm-hmm. Et le pire, c'est que maintenant, il travaille dans la bière. Donc, cet apprentissage, en même temps, lui a servi. Je pense que c'était un peu meant to be. Enfin, pour être passionné à ce point, au point de quand même traverser l'océan Atlantique pour étudier parce qu'on aime la bière. Ouais. Oui, c'est pas surprenant. Non. Donc là, la boucle est bouclée en la matière. Mais donc du coup, il était donc à Gand et on s'est rencontrés sur OkCupid, qui est un site de rencontres international en fait, sur lequel j'étais moi parce que j'aimais bien parler anglais, que je me disais tiens, ça va me changer. J'étais vraiment désabusée de dating en France et en général de toute façon. Et voilà, j'ai vu sa tête passer en scrollant des profils, et je me suis arrêtée sur lui et je lui ai parlé. Il a compris qu'on était pas très loin en fait. Il pensait que j'étais en France, donc il s'imaginait que j'étais hyper loin. Finalement, j'étais pas si loin que ça parce que j'étais à 45 minutes à Lille, et donc on s'est rencontrés assez vite et puis voilà, l'histoire a commencé comme ça. Trop bien. Est-ce que tu t'étais imaginé vivre à l'étranger ?
Pas du tout. Je me souviens que ma sœur était partie donc vivre en Angleterre très jeune, fille au père et tout ça, et elle avait beaucoup voyagé seule. Et je l'admirais vachement, ce côté aventurier que moi j'avais pas. Je me voyais pas faire des trucs fous comme ça. C'était assez plan-plan. J'étais dans l'hôpital de ma ville, j'habitais dans ma ville où je suis née. Enfin, j'avais pas beaucoup bougé, donc pas du tout. Mais c'est vrai que le déclic amoureux rend les choses plus simples et on se pose pas trop de questions en fait. Ouais, carrément. Mais justement, tu vois, comme c'est lui qui était finalement loin de chez lui, comment s'est posée la question dans votre couple, dans votre histoire, de choisir votre lieu de vie? Oui, alors en fait, on était ensemble depuis, je pense, 6 mois, quelque chose comme ça. Entre-temps, il était rentré aux USA pour travailler l'été, donc il y avait eu quand même une petite coupure. Où on était ensemble sans être ensemble, parce qu'on s'est pas vu pendant 4 mois, donc c'était compliqué. Et puis quand il est rentré, qu'on s'est vraiment retrouvés, qu'on était bien tous les deux, on a commencé à discuter et il m'a dit mais tu sais, en tant qu'infirmière, tu gagnerais beaucoup mieux ta vie aux États-Unis. Alors je disais ah bon et il m'a dit bah Google-le, tu vas voir. Et donc j'ai regardé et je me dis mais c'est pas possible. Donc en fait déjà ça, je me suis dit ah ouais, ça va pas être pareil. Lui étant pas du tout francophone, il a jamais vraiment appris le français malgré ses promesses. Et donc il se voyait pas travailler en France. Enfin, ça paraissait compliqué. Il a pas vraiment fait d'études. Il a fait des études d'art, donc c'est assez peu ouvert. Et la bière, bon voilà, c'est bien beau la bière. Oh, et à Lille, ça le ferait. Hein. Il aurait pu ouvrir une brasserie. C'est vrai, mais n'ayant ni, enfin voilà, il aurait pu acquérir la nationalité, apprendre la langue, et tout ça, c'était tout un autre processus. Si c'était l'inverse, moi, c'était plus rapide et plus simple pour moi de bouger. Et effectivement, notre niveau de vie était bien différent là-bas. Enfin, ici à Atlanta, on a assez vite compris que ça serait différent aux USA, quoi. Donc ça a beaucoup joué. Moi, j'aimais bien l'idée quand même de partir, de changer, de enfin ouais, c'est un peu foufou quoi de se dire tiens, je vais tout changer et puis vivre une nouvelle aventure avec lui. Je trouvais ça cool, son accent, c'était un peu, tu vois. Carrément. Et donc voilà, les choses se sont faites assez simplement. Et puis après, il m'a demandé en mariage, donc on a au bout de 1 an et demi à peu près. Et donc on a démarré les démarches et voilà, les choses se sont faites. On ne s'est pas vraiment beaucoup posé la question. Ouais. Finalement, c'était assez clair. Comment, alors il y a plein de questions hein, sur justement ce côté expatriation. Premièrement, on va commencer dans l'ordre chronologique par rapport à ton métier. Est-ce que tu as dû faire des choses particulières pour que tes diplômes et tes compétences soient reconnues aux États-Unis? Oui, il y a un cursus à suivre qui est assez compliqué au niveau administratif. J'avais la chance d'être puéricultrice, donc j'avais des heures, j'avais quasiment 4 ans d'études au final par rapport au cursus infirmier qui est plus proche de 3 ans. Et donc, ça m'a facilité les choses que j'ai pas dû prendre de cours supplémentaires. J'ai juste dû prouver tout ce que j'avais étudié, donc j'ai dû repartir dans mon école dans laquelle j'avais pas été depuis 10 ans pour aller voir ma directrice et lui dire est-ce que vous pouvez signer ces papiers s'il vous plaît, elle qui avait autre chose à faire clairement. Et donc j'ai eu besoin d'aide à ce niveau-là, j'ai dû faire tout traduire, j'ai dû donner vraiment beaucoup de papiers, payer des trucs. Il y a une société privée qui recense un peu tout ça et qui fait un dossier, donc il faut payer pour ça. Et donc au total, et ensuite le visa du coup d'épouse puisque c'était via le mariage que je partais. Tout ça a pris 18 mois au total. Ah oui, il y avait aussi un examen en anglais. Il fallait avoir une certaine note au TOEIC ou TOEFL, je me souviens même plus. Avec un oral, avoir une certaine note à l'oral parce que forcément en tant qu'infirmière ils rigolent pas trop sur l'anglais, il faut pouvoir communiquer. Et à la fin de tout ça, j'ai une autorisation de passer un test qui s'appelle le NCLEX, qui est un test de toutes les infirmières aux États-Unis quand elles finissent leur cursus, elles doivent passer cet examen. C'est des questions, c'est sur un ordi, c'est des quiz. Et donc j'ai eu l'autorisation de passer ça, que j'ai eu, et puis ensuite j'ai obtenu ma licence, donc l'autorisation officielle d'exercer par l'État de Géorgie. Et donc entre ça et vraiment le début de mes démarches, je pense qu'il a dû se passer 2 ans.
Ah oui. Et Ouais. entre-temps, tu avais déjà déménagé? J'avais déménagé au mois de mai 2017, donc là, au bout de 18 mois après avoir entrepris le truc. Mais c'est compliqué, j'ai déménagé, j'ai fait des allers-retours avant d'avoir mon visa officiel, et puis vraiment le visa officiel, c'était en 2017, au mois de mai. Mais j'avais déjà quitté mon job à Lille parce que j'avais un gros compte épargne-temps à vider. Donc j'étais allée passer mon compte épargne-temps à Atlanta. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Donc ça s'est bien goupillé, et ça n'a pas été compliqué au final. C'est beaucoup de trucs, c'est un peu stressant, mais tout s'est fait de façon assez fluide. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait un gros écart de salaire entre les infirmières et infirmiers en France et aux États-Unis. Ça se compte comment? Enfin, à quel point il est énorme cet écart? Concrètement, quand j'ai démarré pré-Covid, c'était 3 fois le salaire français. Ah ouais. Et là, je suis à plutôt 4 fois le salaire français. Non, tu veux dire vraiment... avec ton niveau d'expérience, si tu étais resté en France? Ouais. C'est incroyable. Oui, parce qu'au final, le salaire français, il bouge pas beaucoup. Hein, non. En fin de carrière, on va pas se mentir. Ouais. En tout cas, ce que je gagnais à l'époque avant de partir, là aujourd'hui, je gagne 4 fois. Les salaires ont été largement augmentés post-Covid parce qu'il y a eu une pénurie d'infirmières qui partaient toutes faire du travel nursing, donc qui partaient dans les hôpitaux de Los Angeles, de New York et tout ça, parce qu'elles se faisaient payer des sommes astronomiques. Ah ouais. Les infirmières ont toutes quitté leur poste normal pour aller faire ça parce qu'elles se faisaient la plainte d'argent. C'est marrant parce que, enfin marrant entre guillemets, hein, je ne sais pas si c'est marrant, mais aux États-Unis, j'ai l'impression, tu me dis, que l'argent et le côté médical sont vachement plus liés qu'en France. Ouais, carrément. C'est pas du tout le même système. Ici, on peut négocier nos salaires déjà. Il y a une échelle, il y a un indice. Donc, par exemple, moi, quand je suis arrivée, j'ai dit que j'avais 12 ans d'expérience ou 13 ans, je sais plus. Ils m'ont mis à ce niveau-là financièrement, donc ils m'ont proposé un certain salaire, mais je peux quand même le négocier. Si ça me plaît pas, et si je sais qu'ils sont en recherche et qu'ils ont du mal à trouver, je peux dire voilà, je veux venir, mais par contre, j'aimerais bien autant. En France, c'est pas du tout possible. Enfin, en tout cas, pas dans le secteur public. Je sais pas trop comment ça marche dans le secteur privé, mais et puis, comme il y a eu cette pénurie au moment du Covid, ils nous ont tous augmenté de façon assez importante pour qu'on reste en fait à nos postes. Donc, on a eu des avantages supplémentaires financiers, puis aussi au niveau des vacances, des trucs comme ça. Et donc, la différence, elle est vraiment notable, quoi. Ça, y a pas de... ils investissent là où il faut, en fait. Finalement, ils ont bien compris ce dont les personnels soignants avaient besoin réellement, en fait. C'est ça. Mais alors après, ça, c'est le système est tellement différent. Ça a aussi ses inconvénients. C'est que le prix le coût de la santé ici est vraiment important. On paye une assurance qu'on paye déjà cher et qui ne couvre pas tout. On a quand même besoin de payer des choses quand on va chez le médecin. C'est complètement différent. Mais moi, au final, en prenant en compte tout ça, mon niveau de vie est quand même bien supérieur ici qu'en France. Ouais. Après, je peux pas dire que le système est mieux ici qu'en France. C'est vraiment compliqué à comparer parce que c'est tellement différent. Mais la décision de bouger et de venir travailler ici, moi, je la regrette pas du tout. Ouais. Ce serait difficile de regretter. J'ai aussi des meilleures conditions. On n'a pas autant de patients par infirmière. On peut être bien débordé certains jours, mais dans l'ensemble, je pense qu'on est mieux que quand j'étais en France. Et là, je vois encore... je viens de voir des articles sur la néonatologie en France et spécialement à Lille, où il manque de pédiatres et ils sont obligés de fermer des lits. Les enfants sont transférés super loin parce qu'il n'y a pas de place. Enfin, ça me fait halluciner. Mais c'est donc, pas en s'améliorant non plus. Ah non, c'est pas du tout, ça va pas. Je lis pas mal de trucs en ce moment à ce sujet-là qui sont vraiment alarmants sur le nombre de médecins qui partent à la retraite l'année prochaine. Enfin, bref. Ouais, j'ai vu ça aussi. On a vu ça sur le même compte, je pense. Ouais, je pense. Et du coup, c'est hyper alarmant. Donc,
dans les deux cas, le problème, le système américain a aussi énormément de problèmes parce que des patients qui ont pas forcément une bonne assurance ou pas d'assurance du tout se retrouvent avec des dettes faramineuses quand elles sont hospitalisées, sont obligés de faire des GoFundMe ou des cagnottes Litchi pour se faire rembourser leur hospitalisation. C'est dramatique aussi. Enfin, je parle vraiment pour moi en tant qu'infirmière, ma situation. Oui, bien sûr, ta condition de vie. Mais en même temps, finalement, tu vois, quand vous vous êtes posé la question de où vous alliez vivre, enfin, ça a été la première chose qui t'a fait dire que je vais y aller, c'est que ta condition professionnelle serait meilleure à l'étranger et en l'occurrence en Géorgie aux États-Unis qu'en France. Ouais. Et je pense que voilà, y a beaucoup de talents français, beaucoup de soignants français qui partent ailleurs pour ces raisons-là. Et on n'a pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis, ça se voit déjà sur les pays frontaliers, les zones frontalières. Typiquement, nous, France-Belgique, il y a un échange aussi sur certaines professions sur ces questions-là. En Suisse, c'est exactement la même chose. Il y en a beaucoup qui vont bosser en Suisse, des infirmiers et infirmières qui sont frontaliers qui vont bosser en Suisse pour ces raisons-là, quoi. C'est quand même et après, le système de santé français est vraiment à la dérive. Hein. Quand on voit les urgences, le nombre d'infirmières aussi qui changent de carrière. De voie. Il y en a beaucoup. Dans mes amis, j'en vois qui décident de faire autre chose. C'est un travail très difficile et on est très mal payé, pour résumer les choses quand même. C'est ça. Parce qu'en fait, non seulement c'est difficile, moralement, physiquement, il faut quand même être très fort, mais en plus, les horaires sont quand même assez compliqués. C'est de travailler, c'est dire adieu à certains week-ends, à certaines fêtes de famille. Enfin, c'est quand même assez contraignant. Et il n'y a pas la contrepartie qui pourrait valoir ça finalement. Donc je peux comprendre. À l'époque où je travaillais en France, on faisait une nuit, on avait 10 € par nuit parce que 10 € en plus par nuit de travail de nuit. Donc voilà, on pouvait s'acheter 3 Mars. Je sais pas si on peut encore s'acheter 3 Mars avec 10 € très honnêtement. J'ai pas trop de notions des prix. Je sais pas. Mais bref, on peut s'acheter, c'est ça. Un sandwich. C'est fou. Non, c'est ça. Et je crois que c'était même 9 € quelque chose, un truc comme ça. C'était assez, assez dérisoire finalement pour la contrainte que ça a. Puis en plus, même travailler de nuit, travailler dans une sorte de pénibilité, ça a un impact sur ta santé aussi. Bien sûr. Qui est pas du tout pris en charge. Oui, non, mais clairement, c'est très très prouvé. Et on l'a encore plus vu pendant la période Covid en plus. Le pire, c'est que tout ça, ça a été quand même mis en exergue par la période Covid. Enfin, c'est pas des choses nouvelles et on le savait déjà avant, mais ça a été mis en avant à ce moment-là et finalement aujourd'hui il y a rien qui change. On pensait, moi personnellement, naïve que je suis, je pensais vraiment que ça allait avoir un impact positif pour les personnels soignants parce que on disait tellement bien du personnel soignant, à quel point ils étaient indispensables et finalement dans les faits, dans la réalité, c'est pas ce qu'ils vivent, enfin c'est pas ce que vous vivez. Donc c'est j'ai pas l'impression, moi j'ai juste des échos de mes amis. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu quelques augmentations après le Grenelle ou je sais plus quoi là, ce qu'ils avaient fait, mais assez finalement, pas non plus énorme. Et au niveau de la condition de travail, le nombre de lits, les lits continuent de fermer, les hôpitaux continuent de fermer, les maternités continuent de fermer, et il y a rien qui est fait pour ça. Hein. Les déserts médicaux, le nombre de médecins qui partent en retraite, qui sont pas remplacés, enfin bref. Ouais, carrément. Voilà. Changeons un peu de sujet. Voilà. Grand aparté. Non, mais c'est important en même temps d'en parler. Enfin, je veux dire, c'est quand même une des raisons qui t'a fait pas hésiter à partir. Donc, en fait, je pense que c'est important aussi de l'évoquer, ce genre de choses et ce genre de sujet. Moi, j'ai une question par rapport à justement ce départ. Tu disais tout à l'heure que tu avais toujours voulu avoir des enfants, que pour toi, avoir une famille, c'était quelque chose qui était hyper important. Comment tu te sentais à l'idée d'avoir une famille, d'élever des enfants loin de la tienne finalement et pas dans ton pays d'origine? C'était difficile. Ça a été difficile surtout pour ma mère qui a mal vécu l'annonce quand même. Ouais. Mais ce que je comprends, c'est loin. Donc c'est compliqué de voyager jusqu'ici. C'est pas comme si je partais en Belgique, quoi. Et donc ça a été difficile d'envisager d'avoir des enfants loin de ma famille, mais j'étais célibataire. J'avais l'impression que Justin c'était vraiment un homme pour moi, que on avait une connexion que j'avais pas eu avant avec d'autres, etc. Donc je disais à ma mère, mais si tu veux avoir des petits enfants de ma part, il faut que j'y aille parce que je suis pas sûre que ça arrive autrement. Je sais pas. En tout cas, il se passe rien et
cette histoire-là, elle est vraiment importante et voilà, on va se marier, donc les choses sont plus évidentes et donc ouais, ils seront loin, mais au moins tu auras des petits enfants. Mais pour toi, c'était quelque chose que tu avais imaginé, que tu avais envisagé, et comment est-ce que J'avais tu pas posais la question? envisagé ça. Je me souviens quand j'étais petite, je voyais des vidéos de petits Anglais ou Américains des enfants de 3-4 ans qui parlaient anglais. Je trouvais ça trop mignon. Je trouvais ça trop fou cet accent avec une voix de petit là. Et je me suis dit, ah punaise, je vais avoir ça en fait. C'est sympa, c'est différent. Ouais, carrément. Et j'ai pas vraiment pensé. Moi, j'étais dans le truc, je me lançais, j'étais contente, j'étais amoureuse. Je me posais pas de questions. Je savais que ça allait être dur d'être loin, mais ouais, j'étais dans mon truc. Ouais, je me suis clairement. pas inquiétée à ce sujet-là. Et quand justement ça a été le moment où vous avez dit allez, on y va, faisons un enfant, comment ça s'est traduit? Parce que c'est vrai que quand tu le projettes, peut-être que tu te rends pas bien compte, mais quand tu as été enceinte, quand t'étais vraiment dans le vif du sujet, comment ça s'est passé? Assez naturellement. Bon, c'est l'histoire. Mon mari, il voulait des enfants, mais sans vouloir des enfants. Donc c'est un peu comme beaucoup d'hommes. L'annonce et tout ça, ça a été assez comique. Mais moi, j'étais hyper contente. J'avais l'impression que c'est ce que j'ai toujours voulu. J'attendais ça. Donc vraiment une joie intense et pure. C'était difficile de vivre ma grossesse loin de tout le monde parce que je pouvais pas. Du coup, j'ai pas pris l'avion. Je suis pas allée en France en étant enceinte parce que on en parlera après, mais le congé maternité étant inexistant ici, j'ai essayé de garder mes jours de repos et de travailler au max pendant ma grossesse pour avoir plus de jours après. Donc j'ai pas fait d'aller-retour en France. Donc j'ai pas vu mes potes ou ma famille enceinte, mais il y a juste ma maman, ma sœur sur ma deuxième grossesse qui m'ont vue enceinte parce qu'elles sont venues. Donc ça, c'était un peu, ça fait un petit pincement au cœur, quoi. Mais encore une fois, j'étais branchée sur moi, sur mon bonheur, sur mon couple, sur la planification de l'arrivée. Enfin, on est un peu dans sa bulle quand c'est comme ça, je trouvais. Carrément. Et puis la longue distance, avec Zoom, avec les chats sur WhatsApp, on arrive quand même à être proche en étant loin. On arrive quand même à partager quotidiennement beaucoup de photos, beaucoup de trucs en instantané. Donc la relation, elle est quand même présente. J'ai même parfois l'impression, par exemple avec ma mère, qu'on est plus proche maintenant que quand j'étais à Lille. Mais en fait, quand tu rends visite ou quand ils te rendent visite, c'est sur un temps long, donc tu as vraiment le temps d'être pleinement avec les personnes. Ce que tu n'as pas dans un quotidien finalement où tu vas dîner un dimanche, déjeuner un dimanche chez tes parents. C'est vraiment différent. Oui, et puis en étant enceinte et loin, j'avais plus le besoin de parler avec elle, et donc et puis après quand les enfants étaient là, on s'appelle, on fait des FaceTime pour que les enfants ils discutent avec elle, etc. Et à l'époque, quand j'habitais à Lille, on se voyait, je sais pas, peut-être toutes les 2 semaines. J'y allais pas tous les week-ends de mémoire, je me souviens plus trop, mais c'était pas aussi fréquent. Et puis voilà, c'était pas aussi fort, c'était pas aussi proche. Ouais. Est-ce que je pense que la distance peut rapprocher, peut créer, renforcer des liens entre les parents, tout ça, pour ces côtés-là. Ouais, t'as raison. T'étais entourée, toi, à Atlanta. Comment ça s'est passé? Parce que quand même, t'es arrivée, à part ton mari, tu connaissais d'autres gens ou pas? J'ai fait des rencontres assez vite, notamment, il y avait les potes de Justin, parce que lui est d'ici, donc il a beaucoup d'amis de longue date. Et après, moi, j'ai fait des rencontres, notamment de Français, parce qu'en fait, avant d'avoir ma licence infirmière, j'ai travaillé dans une boulangerie. Ce cliché. Ouais. J'ai adoré, c'était trop bien. C'était trop bien parce que c'était différent. J'étais derrière mon comptoir avec mon tablier et puis je vendais des croissants et les gens ils disaient « Oh, vous avez un bel accent » et tout ça. Ils avaient l'expérience complète. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'étais embauchée, faut pas se mentir, parce que je parlais français. Les proprios étaient français. Et non, c'était top. Je mangeais des macarons, des chocolats toute la journée. Enfin, pas toute la journée. Mais j'ai vraiment adoré cette expérience. C'était différent. Ça m'a changé de mon boulot normal. C'était drôle. Et du coup, j'ai rencontré une amie assez vite via ce travail-là, qui était donc française aussi. Et puis une autre qui était aussi infirmière française et qui essayait de suivre le même cursus que j'ai fait. Donc on s'est
on s'est mis en rapport et on est restés potes et on a été on était restés très copines toutes les trois et plus d'autres, Ludivine, d'autres qui se sont rajoutées, toutes françaises. Elles sont toutes reparties. Oh, Donc c'est là, un je suis peu les toute seule. désavantages de l'expat, ça. C'est que Ouais, tu là, fais des rencontres, mais quand c'est des personnes étrangères, enfin typiquement quand tu rencontres des personnes dans un réseau français, il y a quand même de grandes chances qu'ils repartent à un moment. Donc c'est ça. Elles sont reparties, certaines en France, certaines ont déménagé ailleurs. Donc ça, c'était un peu dur. Et donc là, là, je suis dans une phase où j'ai pas d'amis proches sur place. J'ai des amis proches via Justin, mais mes propres amis, j'ai un groupe de filles super du côté de nos meilleurs potes américains. Mais tout ce groupe-là français qui quand même me rattachait bien à ma culture, on avait toujours mangé dans les restaurants français par exemple. C'est plus d'actu, mais peut-être que ça reviendra, on verra. Ah, peut-être. Mais sinon, tu fais une pause dans ton job actuel et tu retournes à la boulangerie. Je retourne à la boulangerie. Je peux toujours retourner y manger et puis on verra bien ce qui se passe. Carrément. Ça peut être une idée. Mais après, c'est difficile, en plus à nos âges, d'être actif dans la recherche d'amis. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui Mais à l'école, qui m'emballe pas. Tes enfants sont scolarisés? Alors, ils sont à la crèche, ouais. Qui est finalement comme une école. Hein. Et j'ai un groupe de mamans qui est assez actif et dont je fais partie. On a déjà eu 2-3 soirées où on boit un verre, on mange au resto. J'ai pas créé de lien aussi naturel, aussi fort pour l'instant. C'est plutôt des connaissances pour le moment. J'ai pas eu d'accroche particulière, mais je me dis que ça se fera naturellement. Carrément. Parce que ouais, c'est compliqué. Hein. Je sais pas, quand on est jeune, on se fait des amis sans se poser de questions. Maintenant, on se dit oh là là. Mais est-ce que tu penses pas aussi qu'il y a quand même une grosse différence culturelle entre les Américains et les Français et que l'amitié n'a pas la même définition sur le continent nord-américain? Je dis continent parce que quand j'habitais au Canada, j'avais la même impression que toi. Et vraiment, j'ai l'impression que la notion d'amitié est pas du tout la même que ce qu'on peut vivre en France où c'est beaucoup plus fort. Peut-être plus rapidement, je sais pas, mais que les liens sont vraiment très très forts et qu'on va plus dans l'intime. Ouais, je pense que les amitiés françaises sont moins évidentes et moins rapides, se construisent plus sur du temps, mais sont plus fortes et sincères. Ici, j'ai l'impression, oui, ça c'est un peu un cliché, mais c'est quand même un peu la vérité. Tout le monde est gentil avec nous, et tout le monde est super avenant. Et, tu vois, c'est tout de suite les grandes embrassades, les grands hugs et tout ça. Mais au final, voilà, il n'y a pas vraiment de connexion qui se fait derrière et c'est un peu en surface. Ouais. Et donc, faut faire la part des choses entre ça et quelqu'un qui est vraiment sincère et qui vous apprécie vraiment. Et j'ai pas le temps de faire j'ai pas le temps de prendre de m'attarder sur ça en ce moment et du coup je me dis c'est vrai que là en ce moment je me sens un peu seule parce que mes copines sont parties et c'est vrai que j'aimerais conserver quelques copines françaises, c'est sûr. Mais ces connexions que j'ai créées à l'époque, qui étaient si naturelles et si fun, je sais pas si je les retrouverai. Si vous entendez les copines, revenez s'il vous plaît. On a eu un super groupe et c'est vrai que je sais pas mais après le tu côté venais français. d'arriver aussi. Enfin, t'as peut-être le côté nouveau ou je sais pas. On est toutes d'arriver en fait. C'est ça ce que j'allais dire. Je savais pas à quel stade étaient tes copines dans l'intégration, mais je pense que ça joue beaucoup. Hein. Et c'est ça, je pense. Et puis on recherche quand même une partie de nos racines et de notre culture, même si on se dit toujours il faut pas rester qu'entre Français parce que c'est un peu dommage de se mettre un peu à l'écart. Mais moi j'ai un bel équilibre, je trouve, parce qu'à mon boulot, j'ai que des Américains. Et aussi nos potes via Justin, mais c'est vrai que j'ai un petit déséquilibre en ce moment au niveau des amis français. Ok. Bon, tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, parce qu'on a dénigré plein de choses sur le système français, mais il s'avère que quand tu étais enceinte, tu n'avais pas de congé maternité. Et nous en avons un, certes, peut-être toujours trop court, mais nous en avons un. Ouais. Comment ça se traduit alors quand tu tombes enceinte, toi, aux États-Unis, dans ta profession? Quels sont tes droits? Qu'est-ce qui t'attend?
Alors en fait, déjà au niveau du congé maternité, il n'y a pas vraiment un congé maternité payé, donc c'est comme une autorisation d'absence en fait, où on garde notre poste mais on n'est pas payé. Donc elle peut être de base de 12 semaines, donc ce qui est quand même pas mal au final, hein, parce qu'il y a des professions, je parle pour moi, dans mon hôpital, dans mon état, en tant qu'infirmière. Bon, si tu travailles dans un magasin ou autre, tu vas peut-être avoir 6 semaines ou rien du tout, donc tu vas prendre, je sais pas, 3 semaines de vacances et tu reviens à un bout de la 4e. Enfin, ça peut être aussi nul que ça. Et donc moi c'était 12 plus un autre type de congé qui est offert par l'État de Géorgie, donc je pouvais cumuler 2 fois 12 semaines, donc ça nous fait 6 mois. Donc c'était pas mal, mais tout ça non payé. Ouais, c'est ça. Donc ce qui se passe, c'est que on peut déjà en prendre nos congés payés sur le max. On essaie de garder tous nos congés payés pour les utiliser quand on commence le congé mater. On essaie de travailler jusqu'à la fin, donc ça veut dire que la quasi-totalité de mes collègues, elles travaillent au moins jusqu'à 36-37 semaines. Ce qui est notable, hein, parce que la plupart des infirmières en France sont arrêtées très tôt dans leur grossesse. Hein. Ouais, parce qu'on est beaucoup debout, parce que... Et donc... Après ça, on a aussi la possibilité de prendre une espèce d'assurance personnelle qui va nous apporter un certain revenu pendant notre congé mater. Comme une prévoyance, finalement. Voilà. Et donc, on a un truc mensuel qui nous tombe dessus, qui tombe quand on est en congé. Mais bon, c'est pas, donc c'est loin d'être, je crois que c'est 40% de notre salaire, un truc comme ça. Et puis il faut avoir cotisé pour ça. Enfin, je veux dire, il faut l'avoir payé en amont. Il faut l'avoir payé en amont, ouais. Il faut l'avoir payé en amont, il faut l'avoir choisi, parce que tu peux aussi le refuser. Faut savoir que tu vas être enceinte. C'est ça, ça peut arriver si c'est un bébé surprise. Voilà. Après, c'est aussi short term, ça peut aussi être si tu te casses une jambe ou si tu as un problème dans ta famille, quelqu'un qui est malade, etc. Tu peux l'utiliser pour d'autres choses. Donc, de base, par sécurité, moi je prends, hein, parce que je vais pas risquer, mais voilà, il faut prévoir. Et du coup, tout ça fait que moi j'ai réussi à prendre 6 mois, les 2 grossesses. Sur la fin, j'étais un peu, comment on dit, pauvre. J'ai un peu de mal. Justin, il essayait de payer toutes les factures et tout ça, mais quasiment tout seul, ça devenait compliqué sur la fin. Donc financièrement, c'est chaud. Mais si on prévoit un peu, il faut mettre de côté. Il faut trouver des solutions. C'est pas du tout un congé mater comme quand on est en France et que par exemple si on est malade, on est arrêté mais on est payé et puis on continue son congé mater comme on enchaîne son congé maladie sur son congé mater et puis on n'y pense même pas quoi. Non, c'est même pas une question qu'on se pose, jamais on se demande. Sauf quand t'es à ton compte et que t'es entrepreneur, là, c'est des questions que tu te poses. Oui, moi je te parle en tant qu'infirmière dans le secteur public. Mais c'est vrai que oui, quand t'es salarié, généralement, t'as pas ce souci-là. Mais donc, ok, j'ai 2 questions qui viennent et je sais pas dans quel ordre les poser. Parce que tu dis à un moment, tu vois, t'as 6 mois, t'es pas rémunéré, il faut retourner au travail. Mais les modes de garde aux États-Unis, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'arrêtent de travailler aux États-Unis quand elles deviennent mères parce que les modes de garde sont très chers et beaucoup plus chers que ce qu'elles gagnent finalement. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors surtout dans les grandes villes comme Atlanta, c'est un peu moins le cas dans la campagne et dans les plus petits États, les plus petites villes. Mais en gros, là, moi, je paye $1,000 par mois par enfant, 1 300 pour mon plus petit parce qu'il coûte plus cher. Et donc on est à $2 400 par mois juste pour la crèche à temps plein. C'est énorme. Quand tu as un job au salaire minimum, tu peux pas te le permettre, ce genre de choses. Pas du tout, donc tu t'arrêtes de travailler et puis tu fais un enfant ou 2, mais pas plus, parce que c'est pas possible. Alors après, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est qu'ils sont trop rapprochés, les miens. C'est-à-dire que mon plus grand pourra être en école publique à partir du mois d'août prochain, de cette année, là, 2024. Donc là, je vais plus payer ou quasi pas, je vais juste payer l'after school, donc la garderie après l'école. Mais là, j'ai eu 2 ans où les 2 étaient à temps plein en crèche. Très, très mauvais choix. Très, très mauvais calcul. Donc, j'ai dit à mes copines, non, attendez. Mais tu vas te sentir tellement riche à partir du mois d'août. C'est ça. Alors déjà, à partir du mois d'août, et puis dans 2 ans, oh là là, qu'est-ce que je vais être riche. Je sais ce que je vais faire. Je vais payer mes billets d'avion parce que les billets d'avion commencent à être très chers avec les 2. Ouais, non, mais c'est vrai.
Donc Carrément. bref, du coup ouais, ça c'est très compliqué. Encore une fois, j'ai la chance d'avoir les moyens de le faire, donc tant mieux. Et puis on a 2 salaires, donc on y arrive. Oui. Mais c'est vrai que je serais quand même vachement confortable quand déjà un ira à l'école au mois d'août, Champagne, Champagne au mois d'août. Et puis et voilà. Et puis le truc aussi qui a été compliqué, c'est que mon premier, j'ai fait une menace d'accouchement prématuré parce que forcément je bossais comme une dingue. J'étais beaucoup debout, on avait beaucoup de boulot à l'époque et donc j'ai eu des contractions, j'ai eu une menace, donc j'ai dû arrêter et puis j'ai été hospitalisée un petit peu. Après j'ai pas repris le travail parce que j'avais peur de vraiment d'accoucher et donc du coup j'ai dû utiliser ces 2 mois de maladie entre guillemets avant d'accoucher pour me reposer et du coup j'ai réduit mon congé post-natal à 4 mois au lieu de 6. Donc ça c'était quand même un peu dur parce que j'avais pas envie de laisser mon bébé à 4 mois alors que j'aurais pu le laisser à 6 et donc le système en lui-même est fait de la sorte qu'on est obligé de travailler le plus tard possible. Donc ça, c'est aussi une difficulté pour les infirmières ici, qu'on n'a pas en France. Donc il faut souligner ce qui est bien en France. Mais oui. Non, mais oui, il y a des avantages et des inconvénients sur les 2 systèmes. Combien ça coûte une grossesse? Parce que j'ai lu pas mal d'articles. Bonne question. Sur le prix de l'accouchement. Ouais. Je sais pas, il y a plein mal de choses qui sont sorties dernièrement, il y a pas très très longtemps, de gens qui partageaient justement les factures de leur accouchement. Je suis restée moins de 24 heures, ça m'a coûté $15,000. Ouais. C'est ça. Alors en fait, quelle que soit notre assurance et quel que soit le prix qu'on va vraiment avoir à payer, on reçoit quand même la facture totale. Donc c'est intéressant parce que n'importe quelle injection, n'importe quelle glycémie sur notre bébé, on voit tout est calculé, on voit exactement ce que ça a coûté. Donc c'est toujours intéressant de voir. Donc admettons que j'ai pas d'assurance et que j'aille à l'hôpital accoucher et que je reçoive la facture. Concrètement, mon premier, ça devait être aux alentours de 25 000, je crois, parce que péridurale. J'avais aussi eu mon hospitalisation avant, donc tout ça c'était un peu cumulé. Et c'était une voix basse. Si c'était une césarienne, ça va au-delà de 30 000. Avec l'anesthésiste. Si on fait pas de péridurale, c'est un peu moins cher. On peut choisir. On peut choisir d'avoir mal ou de payer, on sait pas. Et puis, mais donc avec assurance, je pense que j'ai dû payer au total peut-être $2,500-3,000 parce que le système américain, si j'essaie de résumer le système d'assurance, donc on paye tous les mois. Comme une mutuelle en fait. Et puis on doit payer de sa poche une certaine partie de nos soins jusqu'à une certaine somme. Et quand on a atteint cette somme, il nous aide un peu plus en payant plus de soins. C'est une espèce de protection parce que, par exemple, si on a une chirurgie inattendue, un accident de voiture ou autre, on se retrouverait direct avec des factures de 30 000 balles de réa, etc. Ça va très vite. Donc, on doit payer donc ce qu'ils appellent un deductible, la mienne c'était 2,500. Donc j'ai dû payer ces 2,500 et puis au-delà de ça, c'est l'assurance qui gère, en gros, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais donc en fonction de ça aussi c'est drôle, en fonction de la date à laquelle on accouche, on a déjà payé en amont sur l'année, parce que ça c'est d'une année en année. Donc c'est de janvier 2023 à décembre 2023. Et donc notre deductible se remet à 0 au 1er janvier. Et donc si on accouche en décembre, on a déjà quand même pas mal payé pour divers trucs. Ça peut être pour la grossesse comme d'autres choses. Ça peut être pour toi comme pour ton fils. Et donc si tu as déjà pas mal payé, pas mal participé, à la fin de l'année, ton accouchement il va être mieux pris en charge. Parce que tu as déjà, tu vois. Ça reste de l'argent que tu as déjà donné avant. Mais si tu veux, non, mais ça fait moins mal le jour J. Ça fait moins mal le jour J, voilà. Et donc au niveau date aussi, ça impacte. Et puis, en gros, tu sais jamais vraiment combien ça va te coûter. C'est ça qui est un peu difficile, c'est que même si tu essayes de savoir en contactant ton assurance, en choisissant le médecin qui est dans ton secteur d'assurance, etc., t'as une idée, mais tu sais jamais vraiment combien ça va tomber. Et puis en plus, des fois, il y a des femmes qui vont, demander à faire revoir leur facture, négocier quasiment. Ah ouais.
en disant Donc tu peux négocier tes salaires et le prix de tes soins. Ouais, tu peux négocier le prix des soins. Alors moi perso, j'ai jamais eu la patience et le temps de faire ça. Je sais pas, il y en a qui le font par habitude, qui négocient tout, qui vont toujours dire non, je dois pas autant. Je sais pas comment ils font. C'est hyper c'est peut-être quelque chose. Enfin, ils sont peut-être habitués à ça depuis toujours. Ouais. Hein. C'est les hôpitaux qui préfèrent négocier à la baisse une facture plutôt que de ne pas être payés. Parce que c'est ça aussi, les gens vont laisser couler pendant super longtemps leurs dettes envers les hôpitaux, qui vont être achetés par des créanciers, là, je sais pas. Donc tu reçois des courriers, je l'ai fait une fois, donc je sais. J'avais plus de sous à la fin de mon congé mater, ils m'envoyaient des factures, je disais je veux bien, mais non, j'ai plus de sous. Et donc du coup, je laissais couler, et donc j'ai fini par recevoir des avis par une société de créance là qui rachetait la dette, et donc il fallait que je paye à cette société de créance. Mais au final, la dette a même pas augmenté, hein. C'est juste que ça rallonge, et eux ils veulent leur argent. Donc si tu leur dis je veux bien vous payer 80% de ça, ils vont dire ok. Et puis voilà, tu les payes 80% et t'as gagné 20%. C'est un peu, c'est ça le système. Ok. Voilà. C'est intéressant. C'est différent. C'est très différent. Alors le pire, c'est quand tu connais rien, tu débarques, que tu parles pas vraiment, c'est pas natif, donc tout le vocabulaire est spécial. Moi, les premières fois où je me suis plongée dans les documents sur les assurances, je me dis mais qu'est-ce que c'est ? C'est incompréhensible. Et au fur et à mesure, t'apprends tout ça. Ah, mais quand même, c'est il faut s'accrocher. Ouais. Et là, le suivi de grossesse, comment ça se passe ? Est-ce que c'est comme en France où tu as des rendez-vous obligatoires, ou alors du coup, non, parce qu'ils sont pas remboursés ? Si, alors c'est pareil, on est bien suivi. J'ai eu l'impression que j'avais pas mal. Après, moi, j'ai pas eu de grossesse en France. Alors, je sais via mes copines et mon expérience en réa-néonate, mais j'avais pas mal de rendez-vous. On est bien suivi, on a moins d'échos. Il y a un truc qui est différent, c'est qu'il se fie beaucoup à la mesure du ventre, à la mesure de l'utérus. Et donc, si ton utérus grossit, ils estiment que ton bébé grossit. Donc, ils font pas des échos tout le temps pour aller vérifier. Donc, il y a une écho de datation. Donc, moi, c'était, je sais plus, 8. Ensuite, il y a l'écho de 12 pour vérifier l'évolution. Après, à 20 semaines, on fait l'écho anatomique pour vérifier toutes les fonctions. Et ensuite, vers la fin, il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas d'écho de positionnement avant l'accouchement. On vérifie pas comment ton bébé est positionné. Il l'estime par l'extérieur. Mais ils ne font pas c'est pas sur la fin, c'est le 3e trimestre, mais c'est à 7 mois, tu vois, c'est pas non plus. Ouais, c'est vrai. Il y a la 32. La 32 n'existe pas ici aux États-Unis. Mais après celle-là, nous, on n'en a plus, tu vois. Ah ouais, c'est vrai, c'est 32 en fait. Sauf si on voit si ton bébé est en siège, ou justement s'il n'est pas placé correctement, mais s'il était en bas, en soi, après, on vérifie plus. Hein. Ouais, c'est vrai. J'avais la sensation qu'on en refaisait une en fin de grossesse, mais... Non. Et donc, mais c'est vrai que donc, en fait, entre la 20 semaines et la fin, il y a rien en principe. Ouais. Et c'est long. Ouais, c'est long. Et donc, sauf si t'as un problème et que du coup, ils vérifient. Donc, au final, moi, j'en ai eu un petit peu plus que ça parce que déjà, je suis vieille. J'étais vieille. T'as fait une grossesse gériatrique. Grossesse gériatrique à 38 ans, ma première, à 40 ma deuxième. Donc forcément, j'étais vraiment vieille. Et donc voilà, plus de risques d'hypertension. Et puis j'ai eu 2 bébés qui étaient petits, qui avaient des retards de croissance sur la fin, placentaire un peu paresseux. Et donc j'ai eu des échos supplémentaires, ce qui n'était pas pour me déplaire, mais de base c'est 2 ou 3. Ok. Et le suivi en lui-même est le même. À la fin, j'étais vue toutes les semaines. Ouais, je pense qu'on fait le test génétique enfin pas automatiquement, mais moi j'avais envie de le faire puisque j'étais vieille et donc toujours le même problème. Et que du coup je voulais savoir si tout allait bien. On a appris les sexes des bébés par ce test. Donc ça c'était à 10 semaines je crois. Le test sanguin, juste la prise de sang pour la maman. Et puis voilà, donc c'est assez similaire, je pense. Ouais, oui, ça ressemble en tout cas clairement à ce qu'on peut vivre quand on a une grossesse dite classique ou gériatrique. Gériatrique, très terme très bien choisi. Très sympa ce mot. Vraiment bien choisi. Vraiment, faut pas qu'il change. Ah non, c'est très sympa. Mais non, ça a l'air, en tout cas, ça a l'air assez similaire. Moi, j'ai une question sur le devenir mère. Comment tu deviens mère dans un endroit où, a priori, tu as quand même des repères parce que tu y vis depuis un petit moment,
mais dans une culture qui est différente, avec justement un monsieur qui a une culture différente. Comment on devient parent dans ces contextes-là? Alors moi, j'avais beaucoup d'expérience en néonate avec les bébés. Je savais ce que je voulais faire, comment je voulais, par exemple, pour le sommeil. Je savais ce que je voulais faire pour l'alimentation, pour la diversification. J'avais déjà tout ça bien en tête. Je m'étais aussi beaucoup renseignée sur des méthodes un peu actuelles. Et lui ne se connaissait rien du tout au bébé. Donc, c'est-à-dire que je lui ai dit, voilà, on va faire ça, et puis voilà. Mais est-ce que tu penses que justement, comme c'était ton job aussi finalement de t'occuper de bébé, est-ce qu'il s'est pas un peu reposé sur ça? Ah bah complètement. Bah lui, il débarquait complètement. Je l'ai un petit peu préparé à l'accouchement en lui faisant. On n'a pas vraiment fait de cours de prépa parce que j'avais pas envie. Enfin, j'ai vu énormément d'accouchements, de césariennes, de tout ce que tu veux, donc je sais déjà pas mal de choses. J'ai fait quelques trucs pour moi, mais je lui ai répondu à ses questions. Je lui ai dit des trucs très basiques, mais on s'est pas vraiment préparé. Et lui, il a suivi le mouvement. Je lui ai dit, voilà, on va faire ça, il va manger comme ça et tu vas lui faire comme ça. Et il a fait. Il a dit OK. Il a dit OK. Après, avec l'expérience maintenant, il fait un peu certaines choses à sa sauce, mais oui, il a vraiment suivi. Et moi, je faisais beaucoup à la française quand même. Ah ouais. Qu'est-ce que tu appelles à la française? Par exemple, je sais pas, attends, parce que je vais dire des trucs. Attends, je réfléchis. Par exemple, le sommeil, je voulais mettre mon bébé en co-sleeping dans un petit dans le licododo là. Dans le licododo, ouais. Voilà. J'avais des idées bien arrêtées sur l'alimentation, la diversification, parce qu'ici l'alimentation, on est quand même pas sur les mêmes trucs. J'avais envie par exemple, de lui faire goûter à des choses à la française. Je sais pas comment dire. Par exemple, ici, ils vont faire goûter du peanut butter très tôt. Ça va être un aliment qui fait partie de la DME, qui fait partie. Et moi, je voulais des goûts français. Je voulais de la purée de carottes. Mais c'est comme si tu leur donnais du Nutella un peu. Alors, ça dépend quel peanut butter. Il est pas obligé d'être sucré, tu vois. Il peut être pur. Oui, je sais pas comment on dit, raw. Mais voilà, où il commençait avec de l'avocat ou des trucs comme ça. Et moi, j'étais là, mais non, on va lui faire de la carotte. C'est des trucs cons. C'est le premier, la carotte. C'est la carotte. La tradition. Alors, au final, tout ça, ça a un petit peu changé, mais. Ouais, bizarrement, par exemple, je suivais des comptes de DME françaises. Je voulais lui faire goûter à des trucs. Puis surtout sur la nourriture, en vrai, c'est quand même un vrai repère. Ouais. Ce côté-là. C'est ça. Ouais. Ici, par exemple, pour le petit déjeuner, ils mangent beaucoup, surtout dans le sud des États-Unis, ils mangent beaucoup de trucs salés au petit-déj, du poulet et tout. Enfin, vraiment des repas, quoi. Des repas, des wings, des ailes de poulet. Le poulet rôti du dimanche, c'est à 8h. C'est ça. Avec de la sauce épicée et à 7h du matin. Je suis là, mais non. Et donc, du coup, des trucs comme ça, je savais qu'ils allaient avoir des trucs comme ça, un peu salés à l'école, à la crèche et tout. Moi, j'avais envie qu'ils déjeunent avec du pain et du beurre, tu vois. Ouais. Et de la confiture. Tu vois, j'avais envie d'instaurer cette habitude, cette culture-là. Ça marche pas du tout, hein. Mais pourtant, en plus, de ce qu'on dit aujourd'hui, justement, il vaut mieux manger salé, les protéines et tout ça le matin. Donc, au final. Bon. Ouais, mais ça, je m'en foutais. On tient j'avais des trucs comme ça. Par exemple, j'ai fait venir de France un parc, tu sais, un parc en bois, pour faire dormir mon bébé dans la pièce principale dans la journée ou après pour le faire jouer et tout. Et eux, ici, ils ont des espèces de lits parapluies, tu sais, c'est ça leur parc. Ah oui. Ils font pas jouer les enfants vraiment dans un parc. C'est comme un lit parapluie, ça s'appelle un pack and play. Alors déjà, c'est moche, donc j'avais pas envie de mettre ça dans la pièce principale. Donc moi, je voulais mon parc blanc français avec deux hauteurs. Ouais, et je n'en trouvais pas, ça n'existe pas ici. Et donc j'ai fait venir de France. Le truc débile, au final, ça a servi 6 mois. Bon, c'était cool, hein, mais j'aurais pu faire autrement. Mais je sais pas, ça me tenait à cœur et j'aimais trop mon parc. T'avais besoin de repères. J'avais besoin de repères français, voilà.
Et en termes d'éducation, comment vous envisagiez les choses? Est-ce qu'il y avait des grosses différences ou pas du tout entre ce que tu imaginais toi et ce que lui imaginait? Je sais pas s'il y a des grosses différences. Je partais avec l'impression que les parents français étaient un petit peu plus stricts sur, tu sais, la politesse, les règles. On me disait beaucoup que Harry, mon premier, il était bien élevé, il disait bien bonjour, il était très sociable, il est très, tu vois, on avait peut-être plus de limites qu'en général, et c'est quelque chose qu'on entend, les parents. Il y a même des livres à ce sujet, hein, sur les parents français qui éduquent leurs enfants de façon meilleure que les parents américains, j'en sais rien. Ouais, il y a des livres, si tu veux regarder, c'est intéressant. J'ai essayé de lire parce que je me disais... ouais, carrément. Si t'as des titres, n'hésite pas à partager. Ouais, je trouverai ça, je vais te dire. Et en fait... j'ai l'impression de galérer comme tout le monde, autant que mes copines parents américaines, et sur finalement les mêmes règles, quoi. J'essaye quand même de mettre en application la parentalité douce, c'est comme ça qu'on dit en français, gentle parenting, je sais pas comment on dit. La parentalité bienveillante, positive. Bienveillante, ouais, c'est ça. Parce que ouais, bienveillante. On n'a pas forcément envie de reproduire exactement comme nos parents, ou tu vois, j'ai essayé d'être un peu plus dans, je sais pas, dans l'écoute, dans la bienveillance, et pas toujours dans les règles et les injonctions, mais on galère en fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est difficile pour tout le monde, que les enfants, ils sont parfois hyper turbulents, qui sont difficiles à contrôler. Moi, j'ai 2 garçons qui sont quand même très vivants, très actifs, très ouais, ils s'arrêtent jamais, ils nous épuisent. Et donc oui, ils sont polis, oui, ils disent bonjour, mais si tu viens nous voir quand on mange au restaurant, c'est le chaos, quoi. Et ils en mettent partout, donc on n'est pas mieux que les autres. J'ai pas l'impression que, peut-être oui, la politesse c'est important, donc on va peut-être en apparence paraître comme des parents vachement efficaces, parce que nos enfants, ils disent bien bonjour, mais derrière ils vont faire des conneries. Je sais pas, j'ai du mal à savoir. J'ai l'impression que les enfants comme de un mes enfant, copines, en fait. Ouais, c'est ça. Finalement. J'ai l'impression que les enfants de mes copines américaines, ils sont pareils, quoi. Je sais pas. Mais des enfants sont des enfants. C'est ça. Il y a des clichés, entre guillemets, qui sont peut-être pas des clichés tant que ça, hein, finalement, mais que les parents français sont justement ce que tu dis sur la politesse, l'apparence aussi, les tenues vestimentaires des enfants qui sont un peu différentes et qui sont plus sur du paraître, entre guillemets, que sur du pratique. Et en vrai, parfois, c'est le cas. Alors aujourd'hui, on trouve quand même pas mal de trucs jolis et pratiques, mais ça, c'est vrai. Enfin, ça, c'est sans doute vrai, mais c'est pas vrai qu'avec les enfants. Sur tout ce qui va être style vestimentaire, c'est vrai aussi pour les adultes. Pour donc, les adultes, fait, c'est clair. C'est pas. Voilà. Et puis finalement, ça importe peu. Oui. Moi, je me dis, c'est vrai que moi, j'aime bien que mes enfants, ils soient un peu stylés. J'aime bien qu'ils aient des couleurs un peu, tu vois, sympas. Mais pas qui vont ensemble, quoi. Qui vont ensemble, et puis un peu des trucs unis, pas toujours des motifs Paw Patrol ou je sais pas quoi. C'est vrai que ça me fait moins rêver, mais mon fils, évidemment, il a aujourd'hui, il avait un Sweet Mario Bros, voilà, qui est pas à mon goût, mais il met ça, je vais pas l'en empêcher. Quand ils étaient petits, c'est vrai que je contrôlais encore un petit peu ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment du secondaire, je me rends compte. Au début, on est vachement focus là-dessus parce qu'on a envie que nos bébés soient beaux sur les photos, tu vois. Mais oui, après avec le temps, c'est vrai que ça change de manière. Ça change, et puis j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, on met l'accent sur l'éducation à l'inclusivité, à la prévention du harcèlement. Moi, c'est des trucs qui me font beaucoup réfléchir. J'ai envie que mon fils, à la fois, il soit confortable en société, qu'il se fasse des amis, etc. Et en même temps, qu'il soit pas le harceleur du jardin d'enfants, parce qu'il est un peu trop sûr de lui et qu'il va dire à tout le monde quoi faire. On est là-dedans, je trouve que c'est... et je sais pas trop s'il y a une différence culturelle là-dessus, mais j'ai quand même l'impression qu'au niveau société, ça change, parce que, par exemple, mon fils, il veut mettre du rose tout le temps.
Il y a des parents qui vont se dire ah mais il va pas aller à l'école avec ce sweat rose. Et puis aujourd'hui je me dis bah si en fait il va aller à l'école avec ce sweat rose s'il a envie. J'ai pas envie de le restreindre. Justin et moi on n'est pas forcément toujours sur la même longueur d'onde là-dessus. Mais je trouve qu'au final aujourd'hui c'est ces choses-là qui sont importantes. Plus que la politesse, est-ce qu'il a bien dit bonjour merci, tu vois. J'espère qu'il sera plutôt généreux et empathique et que s'il veut mettre du rose, il mettra du rose quoi. Et j'espère que la plupart des enfants vont pas lui dire quelque chose parce qu'il met du rose, des trucs comme ça. On espère et que ça aille dans le bon sens en tout cas sur ces questions-là. Moi, il y a une question que j'aimerais aborder avec toi, qui est une grosse différence d'inquiétude, j'imagine, entre des parents qui vivent en France et des parents qui vivent aux États-Unis. Ça va être au niveau du port d'armes et des armes qui circulent assez facilement aux États-Unis. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ce qui se passe dans les écoles, tout ça. Ce qu'en France n'est jamais... Enfin, ça arrive... Elle est une fois tous les 10 ans. Est-ce que tu y penses? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète, ce genre de choses? Oui, ça fait peur. On se dit toujours, statistiquement, il y a une tuerie dans une école toutes 2 semaines, 3 semaines. J'ai pas des chiffres en tête, mais statistiquement, ça pourrait nous arriver. En plus, c'est très difficile de prévoir, tu sais, au niveau géographique, tu peux être dans une grande ville comme dans un petit village, ça peut quand même arriver. Il n'y a pas vraiment de règles. Il suffit d'un mec, parce que c'est toujours des mecs, il suffit d'un mec qui soit pas bien mentalement, qui commençait à avoir une obsession de tuer et qui a des armes à disposition, ça va très vite. Et donc n'importe quelle école, n'importe quel état, n'importe quel âge, donc ça fait peur. Quand je vois qu'ils font donc en kindergarten, donc quand les enfants ont 5 ans, là où donc mon fils ira l'année prochaine, ils font des exercices pour réagir en cas de je sais pas comment d'intrusion, de tir. Et que du coup ils doivent apprendre à se cacher sous les tables ou dans les armoires et tout, je trouve ça dingue. Et le pire c'est que c'est pas en train de s'améliorer parce qu'on voit bien vers quel bord politique les choses évoluent et c'est assez désarmant de voir que qu'on peut rien faire en fait. On peut voter autant qu'on peut, on peut parler, on peut essayer de faire bouger les choses, mais on n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir en tant que parent. Donc la seule solution, c'est d'être bien impliqué au niveau local dans les associations de parents, dans les school boards, c'est des espèces de... Comme des associations de parents d'élèves un peu? Bah c'est ça, mais c'est officiel via l'école. On a un... je sais pas quels seraient le conseil d'école, tu vois, nous on a ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Le conseil d'école, il y a les profs, il y a le directeur. C'est ça, t'assistes à des réunions avec tout le personnel encadrant et t'assistes aux décisions, tu peux aussi faire des propositions, ce genre de choses. Voilà. Et donc tu peux un peu parler si t'es pas d'accord avec certaines décisions, certaines règles. Donc il faut être impliqué là-dedans, il faut voter, il faut... Mais tu penses que ça a une incidence sur ce qui peut se passer d'extérieur, ce genre de choses? Je sais pas. Le truc c'est qu'il y a que ça à faire, donc Non, puis là, c'est vrai que politiquement, c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses que c'est un peu... on aurait plutôt envie d'éteindre son téléphone et de pas penser à tout ça, quoi. Non, mais carrément. De pas... Mais moi, là, je suis un peu dans ma parentalité de jeunes enfants, donc je suis vachement focus sur ça, très occupée, ils sont fatigants. J'ai bien l'intention, quand ils seront un petit peu plus grands, de m'investir et d'être plus active dans ces trucs-là. Que ce soit au niveau du port d'armes, de la lutte, du droit à l'avortement, toutes ces choses-là, toutes les choses qui me posent problème dans ce pays, en fait. Et donc là, je peux voter depuis cette année, puisque je viens d'avoir ma nationalité. Et donc, j'ai bien l'intention d'être plus active là-dessus, et peut-être que ça me fera me sentir un peu plus sereine sur le fait qu'au moins je fais quelque chose. Là, j'avoue que c'est difficile, mais
c'est vrai que l'école française me manque un petit peu. Si je pouvais mettre mes enfants à l'école française, je le ferais. Mais c'est pas possible. Il vaut mieux essayer de s'intégrer et d'accepter le système américain comme il est en essayant de faire au mieux plutôt que de lutter et d'être dans le refus d'obstacles. Donc, je vais essayer de participer au conseil d'école et puis d'être active localement au moins. Ok. Tu parles justement d'autorisation/interdiction d'avortement. C'est quoi la législation dans ton État? Alors, depuis Roe versus Wade, l'annulation de Roe versus Wade, ils ont rendu illégal l'avortement après 6 semaines ici. Donc 6 semaines d'aménorrhée, je pense. Du coup, non, 6 semaines de grossesse en fait, je crois. Donc c'est encore pire. C'est encore pire, ouais. C'est 4 semaines post-aménorrhée, donc si tu sais depuis 2 semaines potentiellement que t'es enceinte. Et donc du coup, je pense qu'en Géorgie, il y a encore une exception en cas de viol ou d'inceste, mais je suis même pas sûre. Et il y a la Cour suprême de Géorgie qui est régulièrement qui doit statuer parce qu'il y a des associations qui estiment que cette loi est anticonstitutionnelle et donc ils doivent statuer. Mais la dernière fois qu'ils ont statué, ils ont maintenu la loi en place. Donc à ce jour, on ne peut pas, dans l'État de Géorgie, avorter après 6 semaines. Il faut voyager, aller ailleurs ou garder la grossesse. T'as vu, toi, des différences dans ta pratique, dans ton métier, justement? Enfin, t'es en néonate, mais est-ce que tu vois justement des familles qui ont dû mener à terme une grossesse, à terme ça peut être un terme très tôt, hein, mais des grossesses non désirées? Alors, je sais pas encore s'il y a eu un impact sur, par exemple, le nombre de naissances, le nombre d'adoptions. Parce que c'est encore trop récent, je sais pas, je pense qu'il y a eu une année pleine là, mais je sais pas s'il y a des chiffres qui sont sortis. Notre service a eu une augmentation de naissances en général, mais on a aussi un hôpital qui a fermé dans la région et donc on a eu des rapatriements de grossesse à gogo. Du coup, c'est difficile de faire la différence. J'ai pas eu l'impression d'avoir plus d'adoptions. Parce que des grossesses précaires, on en a énormément parce que géographiquement, je suis dans un secteur comme ça, donc on a beaucoup de personnes précaires. Mais je te dirai, je vais essayer d'avoir des chiffres, de demander un peu à droite à gauche, parce que mon hôpital pratiquait des avortements beaucoup. Je le voyais, tu vois, sur nos trucs de patients dans le système. Je voyais des rendez-vous d'avortement, tu vois, donc je sais pas s'ils ont vu ça diminuer, probablement, hein, parce que concrètement... si t'as pas le droit, t'as pas... Si t'as pas le droit, t'as pas le droit. Peut-être qu'ils continuent à les faire, mais sous un autre nom, typiquement appendicite. Ou alors, je sais pas. Je pense pas, avec tous les risques légaux, je pense pas que les médecins se risqueraient à ça. Les médecins sont vraiment menacés en cas de non-respect de la loi, et on voit, je sais pas si t'as entendu parler de la femme qui était enceinte d'un bébé porteur de trisomie 18 qui a eu un refus d'avortement. Les médecins lui disent, parce qu'en plus elle a des risques pour sa santé, les médecins lui disent qu'ils veulent la faire avorter, ils peuvent pas. Et si ils trouvent un moyen où ils fraudent pour lui faire subir un avortement, ils vont aller en prison, quoi. Donc on en est là. Mais c'est vrai que là, on en est par exemple, là, moi, si je tombais enceinte demain, je sais même pas trop comment je procède. Il y a beaucoup de gens qui disent attention, si vous parlez à votre gynéco sur les messageries de l'hôpital, comme on peut envoyer des emails, etc. Ne parlez pas de ça. Vous pouvez être retrouvé, vous pouvez être pisté. Les applications aussi de suivi de cycle, il paraît qu'il vaut mieux pas trop les utiliser. Il vaut mieux pas les utiliser. On sait pas trop ce qui est monitoré de leur part, mais c'est vrai que si demain je suis enceinte, je vais me dire, alors je fais quoi? Je prends rendez-vous avec ma gynéco et je lui parle en face à face uniquement. Je prends rendez-vous en France et je prends un billet d'avion. Je sais pas. C'est toutes ces questions-là. Alors du coup, je t'avoue que je joue pas avec mon birth control. Je sais plus ta contraception. Ma contraception, merci. Mais écoute, avec plaisir. Mais je pourrais prendre 2 contraceptions là pour être sûre, tu vois. Mais non, c'est effrayant. C'est effrayant.
Carrément. L'avenir, ça veut dire... toi, tu envisages vraiment la suite et le reste de ta vie aux États-Unis ou tu envisages un retour en France à un moment? Je pense pas. Ouais. Je vois peut-être pour la retraite. C'est la seule chose. Je Tu es pense de que ce je finirai cliché ma à faire carrière. ta retraite dans le sud de la France. Je sais pas si ce sera dans le sud, mais peut-être revenir parce que je me vois finir ma carrière médicale aux États-Unis en tout cas. Ouais. Je me vois pas revenir en France en Ça tant serait un peu qu'infirmière. choc. À moins vraiment d'un événement qui m'y oblige ou je sais pas. Mais ou de revenir mais faire autre chose, je sais pas. Je vois pas trop comment c'est possible. Ouais. Donc je pense que oui, je vais rester ici pour un bon bout de temps. Ouais, carrément. Écoute, moi je te remercie Perrine pour ton témoignage, pour cette conversation. C'était vraiment trop chouette. Dernière question, comment ils disent les Américains ton prénom? Alors, ils disent Perrine. Ouais. La plupart ils disent Perrine. Perrine aussi, ouais. Mais il y en a pas beaucoup qui le disent bien. Même mon mari le dit pas bien. Non, parce que c'est vrai que pour le coup, j'ai pas l'impression que ce soit un prénom qui soit traduit, enfin qui soit américain. Non, ce que je dis des fois, c'est que ça ressemble à Erin. Donc il faut rajouter un P devant, mais ils disent Perrine. C'est le R qui pose problème. Ouais. Le E pose problème, le R pose problème. Non, il n'y a rien qui va. Mais c'est pas grave, je réponds à toutes sortes d'intonations de mon prénom, je n'ai pas de... Je dis rien, je dis oui, c'était parfait. Trop bien. Bah écoute, moi je te remercie vraiment pour ce témoignage. Si jamais il y a des personnes qui souhaitent te contacter, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des personnes à Atlanta qui écoutent ton témoignage et qui se disent tiens, moi aussi j'aimerais bien une copine française ou autre ou pour d'autres raisons d'ailleurs. Ouais, ou des questions sur le cursus pour être infirmière, des choses exactement. Comme ça. Ouais. Il y a plein de on a abordé vraiment plein de sujets. Par où ça se passe, comment on peut le faire? Bah, mon Instagram, Perrine je crois, HBMZ. Écoute, je te taguerai, mais bon. Ouais, tu peux me taguer. C'est l'abréviation de mon nom. Mais je crois que c'est ça, tu peux me taguer. Et mon compte est privé, mais ils peuvent toujours m'envoyer un message, je le lirai avec plaisir. Ça marche, trop bien. Eh ben, je te remercie beaucoup pour cet échange, pour ton témoignage et pour apporter une pierre à l'édifice Prenons un café. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Cet épisode t'a plu? Parle-en à tes amis et partage-le sur Instagram en me taguant @Elise_Prenons un café. Ça reste le moyen le plus efficace pour faire grandir ce podcast. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast et même sur Spotify. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli préférée, tu cliques sur les étoiles et tu mets un petit mot sympa dans la section avis. Par exemple, le 27 septembre, Mathilde Dupe écrivait « Tellement magique d'entendre les mots et les réponses aux questions que je me pose sur certains sujets depuis que je suis maman. Ça devrait être pris en charge par la Sécu, tellement ça fait du bien, tellement ça rassure et tellement ça apaise. Merci beaucoup. » Mais c'est moi qui te remercie Mathilde pour le temps passé à écrire ce message et les mots choisis, car ils me touchent énormément. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.